merci à tout le monde de venir participer à cette nouvelle session du groupe de travail politique des drogues et réformes pour l'association Crimalt. Aujourd'hui, on inaugure un nouveau format avec des intervenants extérieurs. Et donc, pour cette première session, on est ravi d'accueillir Victor Martin, avec qui je me trouve actuellement, qui est responsable donc, du pôle ressources du XAPA Carude Bus 3132 à Marseille et chercheur membre associé d'un réseau de recherche communautaire qui travaille sur la réduction des risques. Et à côté de lui, enfin à côté virtuellement, nous avons Claire Duport, qui est docteur en sociologie, qui est responsable de recherche à Transversité et correspondante de l'Office français des drogues et des toxicomanies au FDT en région PACA, avec notamment plusieurs rapports sur la situation locale à son actif. Donc, on va commencer la présentation qui sera un échange entre, enfin, un ping-pong, si je puis dire, entre Victor et Claire, avec une possibilité d'échange à la fin qui durera environ 40 minutes d'échange pour échanger avec les intervenants. Je vais laisser la parole, je crois que c'est toi, Claire, qui commence. Je vous remercie encore une fois pour votre présence. Merci. Est-ce que vous voyez bien le partage d'écran? Moi, oui. Ouais. Oui, affirmatif, c'est bon. Parfait. Allez, je passe à la slide suivante. C'est à toi, Claire. Donc, c'est moi qui commence avec ça. Alors, évidemment, je ne vous demande pas de deviner ou Euh, d'arriver à lire. Excusez-moi, Claire, je vous interromps juste. Est-ce que ça ne vous dérangerait pas de vous représenter juste en premier Ah, propos? pardon. On a mis quelques notes sur vous, mais j'imagine qu'il y a beaucoup à Ouais. dire. Donc, Donc, courte présentation, s'il vous plaît. alors, attendez, j'ai un truc avec ce fil. Donc, oui, donc, je m'appelle Claire Duport, je suis sociologue et je travaille sur les trafics de drogue à Marseille et en Méditerranée, d'ailleurs dans le pourtour méditerranéen depuis plus d'une vingtaine d'années. Et puis, depuis une dizaine d'années, je travaille aussi, par ailleurs, ou en même temps, pour l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, dont je suis la correspondante en région PACA et dont je réalise les enquêtes annuelles en continu sur les usages, les usagers, les contextes d'usage, les marchés et les trafics. C'est plus clair? C'est parfait, merci beaucoup. Voilà. Et donc oui, cette slide, c'était juste pour que vous mesuriez l'immense diversité. Ah ben non, ah ben si. Excusez-moi. Voilà. L'immense diversité des drogues, quasiment toutes dans ce tableau de statut illicite, mais on y a noté aussi les médicaments psychotropes. Et encore, ce tableau date de 2019. Donc, toute la partie qui est en violet à gauche, ce sont les drogues de synthèse. Et on en a identifié plusieurs dizaines depuis 2019, en plus de tout ce qu'il y a déjà. Voilà. Et puis rapidement aussi, quelques données sur la prévalence. De toute façon, vous aurez les slides, donc c'est peut-être pas nécessaire de tout détailler, mais bon, disons que sur les principales drogues consommées en Europe, et on verra que le tableau suivant sur la France est à peu près équivalent, c'est bien sûr très massivement le cannabis, herbe et résine, surtout résine d'ailleurs, herbe aussi de manière importante, mais très massivement par rapport à toutes les autres drogues, vient derrière la cocaïne qui est finalement pas consommée par une majorité de personnes, loin de là. Mais n'empêche que la cocaïne, c'est quand même, depuis 2014 en particulier, la drogue illicite qui connaît la plus forte augmentation de prévalence, c'est-à-dire du nombre d'usagers, par rapport à toutes les autres. C'est-à-dire que les autres, c'est à peu près stable, en fait, depuis une vingtaine d'années, les taux de consommation en Europe et en France, alors que la cocaïne est la drogue qui connaît une très, très forte augmentation du nombre d'usagers.
Donc voilà, MDMA, loin derrière aussi, les amphétamines. Alors les amphétamines, là on est sur des données européennes, hein, ce sont des drogues qui sont vraiment peu consommées en France, encore moins à Marseille. Et puis l'héroïne et les autres opioïdes. Donc ça, ce sont des tendances vraiment sur les généralités européennes. Peut-être on peut passer tout de suite aux tendances en France. Alors en France, on rajoute quand même dans nos données l'alcool et le tabac parce que bien que de statut légal autorisé, l'alcool et le tabac sont très, très majoritairement des drogues beaucoup plus consommées que toutes les autres drogues illicites, hein. Vous voyez, 47 millions d'expérimentateurs d'alcool pour 21 millions, c'est-à-dire plus de 2 fois moins de cannabis et à peine, même pas 4 millions de cocaïne. Vous voyez, on est dans des données incomparables, mais l'alcool et le tabac sont des drogues, sans aucun doute possible. Voilà. Du coup, moi, j'ai passé un peu à la présentation du bus et de ses pôles avant de vous faire un petit focus sur les données cocaïne et laisser Claire continuer. Du coup, moi, c'est Victor Martin, je suis responsable du pôle ressources au bus 3132. Donc, le bus 3132, c'est 3 pôles. Donc, on a un premier pôle qui est le pôle à vécu, accompagnement à la vie quotidienne. Donc, Eric, il gère 2 établissements médico-sociaux, notamment XAPA. Donc, le XAPA, c'est ceux qui gèrent les traitements de substitution aux opiacés. Pour nous, on travaille avec des unités mobiles principalement en centre-ville, mais aussi un peu plus dans les quartiers. Au niveau du CARUD, on fait du travail de rue principalement. Donc, les CARUD, c'est les établissements médico-sociaux en France qui gèrent l'accès au matériel de réduction de risque, hein. Ils sont moins sanitaires que les XAPA. Et du coup, là, c'est plutôt principalement de la distribution de seringues, du ramassage de seringues et de matériel de réduction de risque dans les quartiers nord, mais aussi en centre-ville. Au niveau de ce pôle, on a aussi un projet de dépistage des hépatites en mobile et des microstructures médicales addiction. Donc, principalement, ça reste à des publics en situation de grande précarité. On a un pôle ressources, donc c'est moi qui le gère. Donc là, il y a les projets innovants du bus 3192, donc l'analyse de drogue et la réduction de risque sur Internet, des activités de recherche et de plaidoyer, au sein desquelles on a des publics plutôt mixtes, avec des usagers chroniques, jeunes et un peu moins jeunes. Et en dernier, du coup, on a le pôle festif qui, lui, s'intéresse au milieu festif urbain, avec le dispositif de prévention et de réduction de risque Plus belle la nuit, qui travaille à Marseille et en Bouches-du-Rhône, du travail de rue à Marseille en centre-ville, des free parties dans le Grand Sud, et on a un accueil jeune à Marseille 1 fois par semaine les jeudis soirs. Du coup, sur ces activités-là, on a plutôt des jeunes usagers de substances psychoactives, plutôt des usages dits récréatifs et ou problématiques, hein, pour les usages qui se chronicisent davantage. Donc, c'est en tant que responsable du bus 3132 que j'interviens ce soir. Donc, moi, je voulais vous faire un petit focus sur l'évolution du marché de la cocaïne à Marseille. Donc, en gros, avant 2022, la cocaïne était souvent coupée et depuis 2022, on a une surproduction et une saturation du marché avec une augmentation de la pureté. Donc, pour rentrer dans plus de détails, donc, en temps général, on va dire, avant, il y avait 67% de la cocaïne, enfin 67% des échantillons amenés comme étant de la cocaïne qui en contenaient réellement, 71% en 2023 et on est à bien plus en 2024. Auparavant, en 2021, on trouvait quasiment dans plus de la moitié des échantillons, presque 60%, du levamisole, qui est un produit qui va être contre les vers pour les animaux. Donc, c'est un vermifuge vétérinaire qui avait un effet un petit peu amphétaminergique, on va dire. Du coup, qui était utilisé comme étant le booster, hein, de la coke auparavant. En 2022, ça chute à 17% et en 2023, 14%. Donc, on a quasiment une disparition de ce produit qui était utilisé en adultérant principal, on va dire, de la cocaïne. Après, on avait la caféine en deuxième produit de coupe qui est en diminution aussi. Et en gros, au niveau des tendances, en 2024, on arrive avec des produits qui sont, voilà, 84% des échantillons contiennent moins d'un produit de coupe. On a eu une petite baisse de la qualité en mai 2024 et en juin 2024, qui pour nous était liée, on va dire, à des saisies qu'il y a eu en centre-ville à Marseille, parce qu'on a une baisse de la qualité qui a été de suite corroborée au niveau des points de vente qui se sont fait saisir pas loin. Donc en juin 2024, il y avait les échantillons qui sont un peu davantage stabilisés. De juillet à septembre, encore davantage. Et au dernier trimestre, la qualité qui augmente. Donc moins de risques pour les usagers. Et 80% des échantillons contiennent de la cocaïne fin 2024. Donc, vous voyez un petit peu la variabilité en mai et en juin.
Voilà, c'est un peu ce qu'on avait à dire de l'évolution de la cocaïne ces dernières années à Marseille. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des conséquences pour les usagers, ben, plus il y a de la variabilité, plus il y a de risques à doser de façon hasardeuse, bah, notamment pour ceux qui consomment en injection, hein, ça représente davantage de risques, et principalement des risques de surdose, hein. Et on a aussi beaucoup plus d'hospitalisation pour des abcès, des complications type endocardite, hein, c'est les poussières communément, c'est pour les injecteurs qui, on va dire, n'ont pas assez d'hygiène au niveau de leur pratique d'injection. Ils sont amenés à s'infecter avec des agents contaminants, et l'endocardite, c'est une infection qui se loge au niveau cardiaque. Donc voilà pour les conséquences qu'on peut avoir sur la variabilité de l'usage de coke à Marseille. À toi, Claire? Voilà, je remets le micro. Peut-être deux ou trois précisions, parce que je ne sais pas ce que vous avez déjà abordé dans ces groupes, mais pour compléter ce que disait Victor, il a évoqué donc les XAPA, les CARU de la réduction des risques. Donc le S de XAPA, ça veut dire soin, et le A de CARU, c'est accueil. C'est ça qui différencie ce type de lieu de prise en charge des usagers de drogue. Dans certains lieux, c'est le soin qui prime, dans d'autres, c'est l'accueil, et de ce fait, ce qu'on appelle le bas seuil, c'est-à-dire et la réduction des risques, ça émane d'une politique de santé publique votée en 1994 en France. Il faut le dire très tardivement par rapport à tout un tas d'autres pays d'Europe. Et donc, dont le but est de réduire les risques liés à l'usage de drogue et pas seulement les réprimer ou les interdire. Et dans cette politique de réduction des risques a été votée aussi la possibilité pour les usagers de drogue de faire de manière anonyme et gratuite, analyser les produits qu'ils consomment. Et donc, ce que fait le bus 3132 et qui permet aux usagers de savoir ce qu'il y a dans ce qu'ils consomment. Je ne te contredis pas, Victor. Hein, Non, non. ouais. Voilà. Alors, donc, il y a un lien, je vais revenir sur ça, sur le lien entre consommation et marché. Évidemment, c'est un rapport d'offre-demande et d'opportunité, hein, comme pour n'importe quel produit. Les drogues, elles prennent place toujours, elles ne prennent pas la place en fait. Elles prennent place dans un contexte qui peut être un contexte personnel, intime, hein, individuel et collectif, mais aussi social et sociétal, qui va favoriser ou suggérer ou pousser à la nécessité de la consommation. C'est comme ça, par exemple, qu'on comprend assez aisément pourquoi est-ce que l'héroïne est un produit qui était extrêmement présent dans les années 70, 80, 90 et qu'il est beaucoup moins aujourd'hui, alors plus du tout à Marseille, encore dans certaines régions, mais pas tant que ça, et que la cocaïne a pris place. Parce que c'est pas les mêmes, vous voyez, on dit, ah, les mecs maintenant, non, c'est pas les mêmes, c'est des générations différentes. C'est surtout parce que dans les années 70, on était dans une société où la jeunesse se posait en contre-culture et où l'héroïne, qui est un opiacé, donc un produit, je sais pas, pour dire simplement qui fait planer, prenait place dans ce monde contre-culturel et que nos sociétés ont changé. Qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés qui sont plutôt des sociétés de la performance, où il faut être au taquet en longueur de temps, gagner plein de fric, être toujours souriant, s'occuper de sa famille, etc. Et où la cocaïne, qui est presque le contraire de l'héroïne en termes d'effet, c'est-à-dire qui est un stimulant, prend place dans cette société qui nous demande d'être des individus stimulés et stimulants. Donc voilà, c'est pour dire que les drogues, elles prennent place et puis que la vente de drogue, elle va reposer sur ce rapport offre, demande, opportunité. Hein, c'est-à-dire que si le marché des drogues et les trafics se sont très considérablement diffusés, amplifiés aux États-Unis, enfin, en Amérique du Nord et en Europe ces 20 dernières années, c'est aussi parce que la demande s'est très considérablement amplifiée à ces mêmes moments. Donc, c'est vraiment un rapport là. Donc, à l'échelle mondiale, ce qu'on observe, c'est que, et ça explique ce que disait Victor sur la pureté de la cocaïne, mais on l'observe aussi pour les autres produits, c'est des niveaux historiques de production de toutes les drogues. Et donc, de ce fait, cette production étant pléthorique,
eh ben, plus besoin de couper ces produits, autant qu'ils arrivent purs et ils sont vendus purs ou presque purs, parce qu'il y en a en quantité phénoménale. Voilà, savoir aussi que pour ces drogues-là, l'Union européenne est le deuxième marché mondial après les États-Unis. Donc, vous voyez que ça prend, que les drogues prennent place dans des contextes de société. Tout le monde ne se drogue pas partout dans le monde avec les mêmes produits, quoi. C'est très particulièrement l'Union européenne et les États-Unis qui sont des pays, enfin des territoires consommateurs de drogue. Et puis, il faut comprendre aussi que c'est un marché mondialisé qui est très réactif à la demande, au contexte politique, économique, sociaux, en gros, qui s'adapte bien plus vite que nous, déjà, et que la plupart des autres marchés libéraux dans le monde. Voilà. Donc, on a cette augmentation phénoménale à l'échelle occidentale et française aussi, hein, des diversifications de profils d'usagers, c'est-à-dire que, ce qu'on observe très clairement, c'est des profils très, très divers d'usagers. Vous avez vu la première slide, c'est-à-dire qu'on a une offre de produits pléthorique aussi, des produits différents qui font des effets différents. Donc, en gros, un consommateur, il a vraiment l'embarras du choix en fonction de ce qu'il recherche comme effet. Voilà, et une dispersion sur l'ensemble des territoires, qu'ils soient désormais urbains, ruraux, etc. Je ne vais pas m'étaler sur cette slide, mais quand même, donc c'était juste pour illustrer ce marché mondialisé. Les zones de production des drogues sont très peu, en fait, en Europe. Mais en revanche, en effet, la mondialisation de l'ensemble des économies fait que les drogues, elles circulent aussi très facilement, en tous les cas, elles circulent à l'échelle mondiale. Alors, s'il fallait plus détailler sur l'offre locale, marseillaise, enfin marseillaise régionale, on a sur l'offre locale, pourquoi j'ai mis ça en fait, je devrais regarder un peu dans l'autre ordre. Disons que on a quatre, ça s'est remis un peu en vrac mon slide, peu importe. On a quatre modalités de vente. D'ailleurs, pas que à l'échelle locale. On a les points de vente de rue. Ici, on appelle ça les réseaux. À Paris, ils appellent ça les fours. Bon. Des points, c'est-à-dire des endroits où il y a quelqu'un qui est posté et qui propose des produits de la main à la main, avec une vente donc directement du client au vendeur. À Marseille, ces points de vente de rue ne proposent que la cocaïne en poudre et le cannabis, résine et souvent herbe. Alors, des tas de variétés de cannabis différents, à des prix un peu différents, et la cocaïne poudre, et la plupart des points de vente de rue ont, depuis 2019, proposent aussi la livraison. Alors, ce qu'on observe depuis 2023, c'est que la livraison devient de plus en plus un service externalisé par les points de vente de rue. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui se spécialisent uniquement dans la livraison et qui ne sont dans aucun autre pan de la circulation du produit. Et puis d'autres équipes qui sont sur la vente de rue. Mais peu importe, en tous les cas, toujours est-il qu'il y a la livraison. Et cette livraison, elle s'effectue désormais sur des temps records. Vous pouvez être livré dans tout Marseille en moins d'un quart d'heure. Dans tout le département, c'est garanti aussi en très peu de temps. Et parfois au prix équivalent de celui sur le point de vente. À Marseille, en tous les cas. Évidemment, ça va être un peu plus cher si c'est dans un espace festif, parce qu'on sait que la clientèle a un peu plus de sous, des choses comme ça. Mais en tous les cas, la livraison, elle est proposée. Mais de la même façon que votre magasin ou Amazon vous propose la livraison de tout et n'importe quoi à la maison pour le même prix ou pas beaucoup plus cher, quoi. Donc, vous voyez, c'est une adaptabilité. De ce point de vue, ce qu'ont fait les réseaux de trafic de drogue, c'est juste s'adapter à la demande. Là. Ils ont désormais affaire à une clientèle, c'est-à-dire nous, qui avons l'habitude de nous faire livrer nos yaourts à la maison, et les drogues, pourquoi pas aussi. Voilà.
Donc ça, c'est une forme de vente. Une autre forme de vente, c'est les vendeurs indépendants. Alors, indépendants entre guillemets parce que on a trop peu d'investigations de l'intérieur et tellement peu d'arrestations et de procès de ce type de vente qu'on a des informations assez parcellaires. Jusqu'à quel point sont-ils totalement indépendants? On en connaît des totalement indépendants, hein, qu'on a interviewés, qu'on a rencontrés, etc. C'est-à-dire qui achètent sur Internet, par exemple, les produits et qui les revendent à un réseau d'interconnaissances, voire plus. Peut-être que d'autres vont se fournir localement, on ne sait pas trop. En tous les cas, ces vendeurs indépendants proposent moi, j'ai jamais vu le cannabis. Peut-être qu'il y en a qui le font, mais j'ai jamais vu de cannabis. Beaucoup d'MDMA, d'ecstasy, de drogues de synthèse, de GBL, parfois de la cocaïne, du LSD, etc. En tous les cas, il ne semble pas faire concurrence au réseau de points de vente de rue parce qu'ils ne proposent pas exactement les mêmes produits. Ils s'adressent essentiellement à une clientèle des espaces festifs. Alors, espaces festifs pouvant être les bars, les clubs, les festivals, etc., ou à la maison, hein, ou les fêtes à la maison, mais aussi à une clientèle qui veut consommer, qui consomme en contexte professionnel. Voilà, je sais pas pourquoi, ouais. Donc, il y a cette deuxième modalité de vente. La troisième modalité de vente, c'est l'usage-revente, parce que ces vendeurs indépendants ne sont pas forcément des usagers-revendeurs. C'est pas forcément. D'ailleurs, un certain nombre d'entre eux ne consomment pas les drogues qu'ils vendent, ou peuvent les avoir consommées en expérimentation, mais voilà. Alors que l'usager-revendeur, c'est quelqu'un qui va acheter un peu plus, donc qui va acheter les drogues qu'il consomme, un peu plus que ce qu'il consomme, ou se fournir pour les médicaments, se faire avoir des ordonnances, etc., et revendre une partie qui lui permet de financer sa consommation personnelle. Voilà. Et puis on a une quatrième modalité que j'ai pas mis là, mais qui est importante, très importante, c'est l'achat sur Internet. Alors sur le dark web, mais aussi sur le web de surface. Hein, tapez dans Google héroïne, enfin il y a un peu des mots-clés, mais vous allez trouver à acheter. C'est vraiment pas un pro. Attends, je reviens sur la slide d'avant. Voilà. Euh, la problématique qu'on a aujourd'hui politique d'une certaine manière, c'est que tout est focalisé sur les points de vente de rue, les fours, les réseaux, etc. Euh, essentiellement parce qu'on est dans l'incapacité totale de quantifier la vente en indépendant, l'usage-revente et la vente sur Internet, notamment parce que les services de répression n'ont pas la main là-dessus, ça leur échappe complètement, mais rien ne dit que le point de vente de rue serait massivement beaucoup plus important que les autres modalités de vente. On n'a aucune donnée qui nous permet d'affirmer ça. Voilà, on peut passer sur l'autre. Bon, voilà, ça, c'est des petits exemples. Hein, vous voyez, sur la gauche, les points de vente de rue qui affichent leur menu, leur prix. Et puis, complètement en bas, à droite, la vente sur Internet. Là, vous voyez, un menu, voilà. L'usage-revente, on la voit sur une petite photo. Et puis, sur les deux captures d'écran, ça, c'est de la vente d'indépendants, c'est-à-dire des gens qui vont vous envoyer un message et vous dire voilà ce que j'ai, ce que je propose, à quel prix, et vous donner un numéro de téléphone ou un lieu où vous allez pouvoir retrouver cette personne et acheter le produit. Donc, on a des produits qui sont très disponibles et très accessibles à Marseille et en PACA. Évidemment, beaucoup la cocaïne et le cannabis. Alors ça, vraiment, c'est extra. Alors, la disponibilité, c'est des choses un peu, des terminologies un peu différentes. La disponibilité, c'est la présence d'un produit sur un territoire. Et la cocaïne, le cannabis sont des produits extrêmement disponibles partout, même dans le plus retiré des bleds du fin fond de PACA. L'accessibilité, c'est le degré d'effort que vous allez devoir fournir pour trouver ce produit. La cocaïne et le cannabis sont très disponibles et très accessibles. Franchement, c'est pas très compliqué d'en trouver. Les autres produits, ça peut être un peu plus difficile.
Et vous voyez que cette offre, elle peut s'adresser à tous les publics. On a en haut à droite la photo du petit pochon à 10 euros de cocaïne. Donc, même quelqu'un d'assez pauvre, il va faire la manche pendant 1 heure ou deux et il va pouvoir acheter un peu de cocaïne. Et puis, jusque au, au petit... attends, reviens sur la slide d'avant, voilà. Voilà, en bas, là, la petite bouteille en verre avec le bouchon de liège, avec un demi-gramme de cocaïne pour une clientèle plus aisée. Voilà. Donc, les prix, je vous laisserai les consulter en détail si vous voulez revoir le document. Mais c'est très important aussi de voir que les drogues illicites ne sont vraiment pas chères. Au regard aussi de l'effet, de la durée des effets. Vous voyez, quand on voit qu'un gramme de cocaïne, avec un gramme, vous faites un paquet de traces quand même. Vous voyez, c'est pas, ça vaut le prix de 4 pintes de bière dans une soirée, enfin dans un lieu festif. C'est pas cher du tout, mais c'est aussi que ces prix ont très considérablement baissé. Le prix de la moyen du gramme de cocaïne a été divisé par 10 en 20 ans. Vous voyez, ça, il y a 20 ans de ça valait 10 fois plus cher, le gramme de cocaïne. 10 fois plus cher, quel produit vaut aujourd'hui 10 fois moins cher qu'il y a 20 ans? À vue de nez, j'en connais pas beaucoup. Voilà. Alors, comment fonctionnent les organisations de vente locale, les réseaux de trafic locaux? Ça, c'est assez récemment, depuis 3-4 ans, ce qu'on observe, et pas qu'à l'échelle locale, c'est qu'il y a de moins en moins de points de vente autonomes. Vous voyez, quand on dit, ah, le réseau de tel quartier avec son chef, etc., c'est ce qu'on dit beaucoup. En vrai, ça marche de moins en moins comme ça. Ce fonctionnement pyramidal est au bénéfice d'organisations qui sont d'organisations au pluriel propriétaires de nombreux points de vente qu'on pourrait appeler presque des consortiums, quoi, hein, comme dans l'économie capitaliste libérale, hein, où on a de plus en plus de consortiums et de moins en moins de petites épiceries autonomes locales. Voyez, et donc avec un fonctionnement qui est beaucoup moins pyramidal, qui n'a pu l'être jusque dans les années 2000 et 2010, hein, et des fonctionnements divisionnels. On pourra y revenir dans la discussion si vous voulez des détails. Ce qu'on voit aussi à Marseille, c'est depuis 2 ans à peu près, depuis l'été 2023, le déploiement de micro-points de vente, une sorte d'annexe de points de vente plus importants, notamment dans le centre-ville de Marseille, mais pas que dans le centre-ville. En tous les cas, dans des quartiers où il n'y aurait pas un gros point de vente, on voit des micro-points de vente comme ça, où il y a juste un vendeur, des fois il n'y a même pas de guetteur, quelqu'un qui passe très très régulièrement approvisionner ce vendeur, et donc et ce vendeur propose le cannabis et puis la cocaïne aussi, y compris à des prix défiant toute concurrence. Et puis il faut noter aussi que, alors là je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est d'autres recherches qu'on fait, mais je peux vous affirmer que Marseille n'est pas la capitale du crime, loin de là. Parce que voilà, ça fait les choux gras des médias, mais ça n'est pas la réalité. Et puis que cette année, le nombre d'assassinats a baissé de 60% sur Marseille et de 82% sur les Bouches-du-Rhône. Donc c'est aussi que ces vagues d'assassinats et de violences, elles sont très déjà localisées, mais aussi contextualisées. Voilà, on pourra en parler si vous souhaitez, mais bon, il y a une sorte de guerre qui s'est terminée et tout d'un coup, ben voilà, il y a plus beaucoup de violences et d'assassinats. Il faut aussi dire que les violences et en particulier les assassinats ne sont pas inhérents aux points de vente de rue de drogue. Il y a des points de vente qui sont très loin de tout ça, qui n'ont jamais été mêlés à des violences et à des assassinats. Donc, il ne faut pas dire drogue égale assassinat, c'est pas vrai, c'est pas partout pareil, c'est pas tout le temps, etc.
Voilà. Et donc ça, je ne vais pas y revenir parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, sur les vendeurs indépendants, je l'ai déjà dit tout à l'heure. On peut, on peut poursuivre. Alors, les services d'application de la loi, qui sont nombreux, hein, douane, OFAST, PJJ, non, oui, PJJ, mais gendarmerie, bien sûr, police judiciaire, etc. Alors, attendez, il y a mon écran qui est en train de, voilà, sont très actifs. Ce qu'on peut noter, c'est que leurs saisies sont beaucoup plus nombreuses depuis 3-4 ans, mais de plus petite quantité. Ce qui en fait veut dire, et puis on le voit par ailleurs, c'est que les réseaux de trafic ne stockent plus localement d'importantes quantités de drogue. Sur le cannabis, par exemple, ils peuvent aller plusieurs fois par semaine en Espagne chercher des petits stocks, là où il y a encore 4-5 ans, généralement, on se fournissait une fois par mois, voire même moins fréquemment que ça, de grosses quantités stockées localement. Donc évidemment, ça c'est pour échapper aux saisies, hein. Au bout du compte, ça leur revient moins cher d'aller 4 fois par semaine chercher quelques kilos en Espagne que de prendre le risque de se faire saisir plusieurs centaines de kilos en une seule importation. Pardon. Voilà, excusez-moi. On voit aussi que ces services commencent à s'intéresser aussi aux saisies de médicaments. Alors là, j'ai donné l'exemple de la prégabaline. En français, en France, pardon, la prégabaline était une molécule, elle est vendue c'est un médicament, hein, qui est prescrit. Il est vendu sur le nom de Lyrica. Mais en fait, il y a d'importantes productions de cette même molécule sous d'autres noms, le nom de Brieka en Grèce et d'autres noms en cyrillique, en russe, etc. Et que ces saisies montrent qu'il y a aussi des importations qui commencent à être importantes de ces médicaments avec des réseaux internationaux. Alors, ceci étant, ces saisies de Brieka, les 30 000 comprimés qui ont été saisis cette année, c'était en 2 saisies et c'était 3. Enfin, il y a eu l'arrestation de 3 personnes qui organisaient ce trafic et c'était 3 Marseillais, hein, c'était pas des Grecs qui exportaient de la prégabaline vers Marseille. C'était des Marseillais qui avaient acheté en Grèce ces produits. Et puis, ils s'intéressent aussi de plus en plus aux colis postaux parce qu'évidemment, une grosse partie de la vente, encore une fois inquantifiable mais sans doute importante, se fait par de l'achat sur Internet ou via des applications numériques avec une livraison en colis postaux, hein. Voilà. Alors, comment est-ce que évolue l'activité de ces services? Elle évolue avec la création, alors d'abord d'un système qu'ils appellent les crosses et qui sont en fait, on va dire, une sorte de collaboration entre les services. Jusqu'à il y a peu de temps, hein, les services étaient collaboraient très peu. Alors quand je dis les services, c'est les douanes, la gendarmerie, la police, l'OFAS, etc. collaboraient très peu les uns avec les autres. Non, on peut revenir, voilà. Et là, il y a une nouvelle politique depuis 2-3 ans, à la fois de collaboration entre les services, mais aussi de coopération entre les services français et les services étrangers, qui a permis ces dernières années des arrestations importantes et des extraditions. Parce qu'il y avait pas mal d'arrestations dans les pays étrangers, mais pas toujours l'extradition, ils n'arrivaient pas toujours jusqu'à l'extradition. Et là, maintenant, on a cette activité intense. Voilà. Alors, pour le reste, des éléments que j'ai mis sur cette slide, vous voyez l'activité dans la division nord de Marseille, les arrestations de mineurs étrangers, les arrestations de mineurs et de jeunes majeurs pour ILS. ILS, ça veut dire infraction à la législation sur les stupéfiants.
En fait, ça reflète plus l'activité des services de police que la réalité. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on arrête beaucoup d'étrangers et de mineurs que les réseaux sont massivement constitués d'étrangers et de mineurs. Loin de là, c'est même le contraire. En fait, on arrête beaucoup les étrangers et les mineurs parce que c'est eux qui sont dans la rue et qui sont plus facilement interpellables par la police et les autres sont difficilement interpellables. Mais bon, voilà, moi, ça fait 20 ans que je travaille en lien avec les réseaux de trafic de drogue. Non, les mineurs et les étrangers ne sont pas du tout majoritaires au sein des organisations de trafic, mais très, très loin de là. Et d'ailleurs, les mineurs, même dans les chiffres de police, représentent moins de 8% des mises en cause pour ILS. Donc, vous voyez, c'est pas non plus... des fois, on voit dans la presse, ah, désormais, les réseaux embauchent massivement les mineurs. Ben non, déjà moins de 8% pour ceux qui se font arrêter. Donc, imaginez. Et puis, on voit aussi la diffusion de ces produits, la cocaïne évidemment, mais aujourd'hui aussi la kétamine depuis un an ou deux, à travers les analyses que réalise le laboratoire de police scientifique sur les billets de banque. Sur les billets de banque, toutes affaires confondues, c'est-à-dire pas que les billets saisis dans le cadre d'une affaire de trafic, mais aussi dans des affaires, je sais pas, de braquage, etc. Systématiquement, on y trouve des traces de cocaïne, et donc ça montre à quel point ce produit circule. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a des tas de traits là Ouais, c'est étrange. sur la slide. C'est pas moi qui les ai faits. Donc, je sais pas, pour conclure, en fait, hein, donc bon, pour conclure, donc finalement, c'est quoi les problèmes des drogues, licites et illicites? C'est d'abord, bien entendu, des problèmes sanitaires. Et Victor, je pense, va y revenir avec l'importance de régler la question sanitaire, parce que par définition, les drogues, elles ont des impacts sur la santé physique, mentale des personnes, qu'elles soient licites ou illicites. Et donc, c'est extrêmement, c'est le problème majeur, le problème sanitaire. Mais la réalité, c'est aussi que si on consomme des drogues, c'est parce qu'elles nous sont utiles ou nécessaires. Et donc, comment est-ce qu'on fait avec une sorte de pragmatisme qui est la réalité de la présence et de nos consommations. Voilà. C'est aussi des problèmes économiques. Les drogues, elles représentent un coût social. C'est curieux de parler de coût social, mais le coût social, c'est ce que coûte à l'État, ce que coûte à nos États, non pas la répression, parce que ça coûte une fortune, mais la prise en charge et l'accompagnement des personnes qui sont confrontées à des difficultés lorsqu'elles consomment des drogues. Alors, j'en profite presque pour revenir au début, c'est pour dire ce que je n'ai pas précisé, mais que vous savez sans doute, c'est que l'immense majorité des usagers de drogue n'ont aucun problème avec leur consommation. C'est-à-dire qu'on pense aux drogues illicites, mais prenez l'exemple avec l'alcool, qui est une drogue, une bonne drogue, hein, on peut dire. L'immense majorité des gens, ils consomment de l'alcool, ils ne sont pas alcooliques pour autant, ils n'ont pas un problème particulier par rapport à ça. Ben, pour toutes les autres drogues, c'est pareil. Hein. Alors, ça dépend des produits, mais globalement, toutes drogues confondues, moins de 10% des personnes qui consomment des drogues vont développer une dépendance ou une addiction. Donc, donc ce coût social, il est important lorsque des personnes vont développer une difficulté. C'est un problème de régulation des marchés. C'est un problème pour lutter contre la criminalité, mais en même temps, on sait que les trafics de drogue, ils servent les intérêts financiers, bien sûr, des trafiquants, mais aussi des États producteurs, et puis de l'ensemble de l'économie libérale qui est dopée par le capital criminel, au point que désormais, vous le savez sans doute, les pays européens comptent l'argent de la drogue dans le produit intérieur brut. Donc,
c'est bien qu'il y a des liens extrêmement forts, ne serait-ce que parce que l'argent, le capital criminel, il est réinvesti dans le capital légal, hein, voilà. Donc, nos économies, elles sont dopées à ça. C'est un problème politique aussi parce que les drogues, elles sont un facteur de régulation des relations entre pays riches et pauvres, mais aussi entre les pays en guerre et les pays pacifiés. Et d'ailleurs, c'est sans doute, enfin, c'est absolument pas par hasard qu'à l'exception du cannabis, toutes les autres drogues sont produites ou cultivées dans des pays en guerre ou bien deviennent des enjeux de guerre pour cet argent-là. C'est aussi un problème moral, euh, d'abord à l'égard des usagers qui sont considérés comme des individus irresponsables ou malades et ou délinquants, ce qui est un peu insupportable, mais aussi à l'égard du marché qui est considéré comme un illégalisme immoral alors que globalement nos économies reposent sur la violation des lois. C'est d'abord une question éthique et pragmatique, c'est-à-dire la guerre à la drogue qui est lancée depuis, très officiellement depuis 1970. Ben, si ça marchait, ça se saurait quand même. Des décennies plus tard, plus on réprime et plus le marché se développe. Donc, visiblement, telle qu'elle est menée, en tous les cas, cette guerre à la drogue, elle ne fonctionne pas. Et la prohibition, elle empêche même pas la consommation. Un des exemples, c'est quand même de préciser que, par exemple, hein, la France est un des pays qui a le cadre légal le plus répressif d'Europe en matière enfin pas un des plus répressifs en Europe en matière de consommation, et en même temps, c'est un des pays où la consommation se développe le plus. Donc, si l'interdiction, ça marchait, ça se verrait, quoi. Mais là, visiblement, plus on réprime et plus ça se déploie. Donc, il y a bien un truc qui ne fonctionne pas, quoi. Voilà. Voilà. Donc, de mon point de vue, enfin, c'est pas de mon point de vue intime, mais de mon point de vue de chercheuse, une des difficultés, c'est que ce qu'on définit comme les problèmes des drogues sont centrés sur les conséquences des drogues. Donc, le marché, la consommation, etc., mais pas sur les causes. C'est-à-dire qu'on se pose rarement la question de pour quelles raisons les drogues se diffusent et pour quelles raisons nous consommons de plus en plus de drogues pardon, dans nos pays occidentaux. Et donc, d'un point de vue réflexif, ça me semblerait intéressant de se poser en amont la question de la diffusion des drogues et pas seulement la question des conséquences. Merci beaucoup, Claire. Victor, je ne sais pas s'il y a encore un mot de la fin. C'est vrai qu'on aurait Ouais. voulu vraiment privilégier un échange avec les, comment dire, les différents participants. Donc, je vous laisse conclure. Je ne sais pas s'il Il reste me un peu de temps reste pour... juste quelques slides. Ouais, super. Vous voulez bien. Du coup, je voulais revenir un peu sur les impacts des opérations de police, quoi. Claire parlait de l'application de la loi tout à l'heure, mais effectivement, l'été 2023, il y a eu la CRS 8 qui a occupé les quartiers nord. Je ne sais pas si vous vous rappelez, suite à une personne qui avait pris une balle perdue, effectivement. Donc, bon, ce qui est appelé par les médias une victime collatérale, mais ce qui peut être appelé aussi ouais, une victime silencieuse, quoi. Donc, depuis, il y a eu la multiplication des micro-points de deal en centre-ville, des changements de comportement des usagers. Donc auparavant, hein, donc les usagers faisaient la manche le matin en ville et ensuite montaient dans les quartiers nord pour consommer des produits. Et maintenant, ils font la manche et ils vont acheter en continu, en fait, hein, du coup, en plein centre-ville. Du coup, ça a changé complètement les modes de vie, les trajectoires des usagers, en tout cas en situation de grande précarité à Marseille. Ça a des conséquences aussi sur les politiques publiques, sur les usagers, sur les structures de RDR. Donc, hein, c'est l'augmentation de la précarité, des difficultés davantage d'accès aux dispositifs de réduction des risques, une pression plus grande sur les structures de soins, notamment liées aux riverains. Et du coup, bah, une grande tension dans la rue, hein. Donc, hein, les usagers de drogue sont sans cesse repoussés. Il y a eu des moments où à Marseille, là récemment, ils étaient davantage dans les niveaux des parkings souterrains. Maintenant, ils sont davantage chassés, du coup, ils se repoussent un petit peu sur les bords des deuxième et troisième arrondissements. Mais c'est vrai que les micro-points de deal qui sont développés dans le centre-ville font que la situation à Marseille est moins gérable aujourd'hui que ce qu'elle était avant 2023. Du coup,
pour les impacts qu'on observe, nous, on se dit qu'il faudrait renforcer le dispositif de RDR en centre-ville et qu'il y ait des équipements publics davantage, de récupération d'accès matériel. Et aussi un dialogue renforcé entre les institutions et les acteurs de terrain, parce qu'effectivement, là où on voit que les forces répressives font leur œuvre sans action coordonnée, en fait, on a juste des déplacements de population qui vont un petit peu plus loin faire la même chose. Et nous, ça nous pousse à réorganiser nos services fréquemment, par exemple, mais pour les usagers, ça augmente la précarité, les risques et aussi les faits de se cacher. Pour les riverains, ça augmente la pression sur les quartiers et fait qu'aujourd'hui, la situation de centre-ville à Marseille est explosive par rapport à il y a quelques années. Voilà pour ce que je pouvais dire de ce côté-là. Eh ben, merci beaucoup et en tout cas merci déjà pour cette présentation qui était très exhaustive. Donc voilà, grand merci. Et je propose que sans transition, on passe déjà aux quelques questions qui ont été posées dans le chat pendant la présentation. On commence Ouais. avec Alors, sur le Oui, marché de crack, en fait, c'est pas qu'à Marseille, à part très localisé dans le nord-est parisien, puisque en fait, on est 9 chercheurs en France qui, comme moi, pour l'OFDT, observons en continu depuis 25 ans les phénomènes de drogue. Donc, mes collègues observent la même chose, c'est qu'il n'y a pas de vente de crack, à part dans cet endroit très localisé. Alors, pourquoi? En fait, parce que déjà, le crack s'est arrivé en France, je sais plus, fin des années 80, on a vu ça à Paris, et tout le monde appelait ça la drogue du pauvre. Et nous, on se disait, ben, des pauvres, t'en veux à Marseille, donc demain, on va avoir du crack partout à Marseille. Et puis non. Alors en fait, il y a deux raisons à ça, au moins deux raisons, il y en a peut-être plus qu'un tas d'autres, mais il y a au moins deux raisons. Euh, une des raisons, c'est que pour fabriquer du crack, il faut monter un petit labo quand même, et surtout, enfin, même un gros labo, si c'est à une échelle importante de vente. Le crack, c'est pas compliqué du tout à fabriquer, c'est à partir de la cocaïne poudre. Il faut le faire chauffer avec de l'ammoniac ou du bicarbonate, puis réduire, enfin bref. En tous les cas, il faut monter un labo, puis un labo, l'ammoniac, ça a 100. Et donc déjà, un point de vente, et donc c'est tout un, et puis c'est tout un boulot, tout ça pour vendre le caillou à 4 euros, vous voyez, donc déjà, c'est pas très rentable, en fait, pour le dire comme ça. Et puis aussi, ce que disent certains gérants, c'est qu'ils n'ont pas envie de cette clientèle-là sur leur point de vente. Vous voyez. Et donc, ils préfèrent vendre la poudre. Voilà. Et le mec, il est obligé d'aller quelque part pour se le préparer, son crack. Alors que la galette, ils veulent la consommer sur place parce qu'il y a une gravine très importante. Donc, c'est deux des importantes raisons pour lesquelles, à part dans ce nord-est parisien, on ne trouve pas de, de crack, enfin, de point de vente installé, tranquille, permanent. merci beaucoup, Claire. Alors, je me permets de dire la deuxième question à l'oral pour ceux qui regarderont la vidéo par la suite. Donc, c'est la question de Pascal qui demande, le trafic a-t-il diminué avec la baisse récente et significative des assassinats liés au trafic à Marseille? Oui et non. Ce qui a diminué, c'est le nombre de points de vente. Je crois qu'on en comptait 117 l'année dernière, on est à 80 et quelques cette année. Euh, et ce, parce que aussi, ce que je vous ai expliqué sur ces consortiums, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de petits points de vente isolés, et de plus en plus de très gros propriétaires associés qui tiennent des territoires entiers, bien au-delà de la ville d'ailleurs. Et puis que cette guerre à la drogue, elle a entre deux consortiums, elle a fait un peu des dégâts. Je ne pense pas que ça ait pour autant diminué le trafic, vous voyez, parce que l'activité, elle est tout aussi importante. C'est juste qu'en ce moment, il y a moins de points de vente, enfin de gros points de vente, et Ouais. plus de petits, de micro points de vente qui sont installés en centre-ville et ailleurs. À notre connaissance, les consommations ont plutôt augmenté ces derniers Ouais. temps. En tout cas, au niveau des usagers précaires, elles ont fortement augmenté. Et puis au niveau des usagers monsieur tout le monde, on va dire, en tout cas sur la pénalisation de l'usage de cocaïne, ça augmente aussi fortement, quoi. Une tendance lisse. Super. Et alors là, peut-être la question que tout le monde se pose à un moment X ou Y quand on commence à s'intéresser au sujet, donc de Laurent qui demande comment expliquer l'entêtement dans ce qui ne fonctionne pas de la part des autorités. C'est une vaste question. Déjà, il faudrait leur demander à eux. Enfin, on leur a demandé plein de fois, en fait, en vrai. Euh, euh, Moi, je pense que c'est parce que
ce qui prime dans l'analyse française des drogues, c'est la question morale. C'est mal. Donc, c'est pas possible d'avoir une autre position que celle du bien et du mal. Et très globalement, bien au-delà de la question des drogues, c'est-à-dire que ouais, on est dans un pays profondément conservateur. Vous voyez, quand même, la France est le dernier pays à avoir aboli la peine de mort en Europe, est un pays qui a très tardivement autorisé l'avortement. Enfin, vous voyez, donc globalement, il ne faut pas croire, on dit le pays des droits de l'homme, mais enfin, les droits de l'homme, c'était il y a plus de 200 ans. Et donc, il y a quand même quelque chose de très conservateur et un certain manque de courage politique. Et là, je parle même pas des partis, hein, de courage politique. Je pense que si aujourd'hui il fallait faire un référendum et je ne sais combien de trucs pour savoir si on légaliserait l'avortement, ben on continuerait à ne pas avoir le droit d'avorter. Donc, vous voyez, je, je crains comme ça s'est passé d'ailleurs dans un certain nombre de pays en Europe, le, ben, la loi de santé publique de 94 qui a mis en place le soin et l'accompagnement des usagers. Globalement, les partis y étaient tous opposés. Personne ne défendait ça. Et puis, il a fallu une Michel Barzac qui a dit, vous savez quoi les gars, on ne vous demande pas votre avis. La loi, elle passe, c'est terminé. On ne la fait même pas voter. Et voilà. Donc, c'est ça que j'appelle le courage politique. Hein. C'est quelqu'un qui va avoir cette possibilité. Je ne sais pas quel est l'avis de mes Merci collègues. beaucoup. Benjamin, Victor, vous vouliez rajouter quelque chose Ouais. peut-être? Si je peux compléter, je serais un tout petit peu en contradiction avec ce que Claire disait par rapport avec le conservatisme inné de notre pays. Je pense que c'est une perception, tu fais ça, une perception de ce conservatisme de la part des dirigeants vis-à-vis de la population et qui est mélangé à une dichotomie qui est propre à la question des drogues, qu'on a tendance à toujours, c'est un sujet qu'on a toujours tendance à mettre sous le tapis, c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose de dangereux, c'est le mal, hein, comme Claire disait. Et derrière, ça nous empêche d'être confrontés à la réalité de ce qu'est la question sociétale des drogues dans notre pays. Le fait est qu'il y a énormément de consommation, que ces consommations se font malgré toute la régulation et la prohibition ou la répression qui peut être en place, que cette consommation, elle n'est par la majorité des consommateurs, elle est tellement accessible et tellement, entre guillemets, normalisée qu'il y a du mal à conscientiser la nécessité de changer cette régulation. Donc, en fait, on est dans un déséquilibre où à la fois, par en haut, on pense que c'est un sujet qu'il ne faut surtout pas toucher parce que ça peut nous apporter que des points en moins de vote, hein, très schématiquement. Et en bas, entre guillemets, au niveau des consommateurs, on considère que ce n'est pas un problème parce que la grande majorité des consommateurs ne subissent pas la réglementation en cours sur les drogues. On peut commander de chez soi, on a les moyens pour consommer, souvent on a un chez-soi pour consommer ces produits-là. Donc on a tout à disposition. Pourquoi se battre pour changer? Ça n'a pas vraiment de sens. Et les personnes qui sont majoritairement impactées, ce sont celles dont on a parlé aujourd'hui, qui sont les plus démunies économiquement, qui peuvent vivre dans la rue ou qui sont stigmatisées comme étant liées à certains types de consommation parce qu'ils ont la peau trop foncée ou qui vivent dans des quartiers qui sont reconnus comme étant des points de deal ou liés au deal. Et ces personnes-là, ces dernières personnes-là, elles font tout pour ne pas être rattachées à cette question de la drogue parce qu'elles sont déjà suffisamment stigmatisées quand elles habitent dans les quartiers alors qu'elles n'ont rien à voir avec cette question-là. Et donc, faire conscientiser à ces populations qu'il y a un besoin, parce que c'est elles les principalement targetées de changer la régulation, c'est extrêmement complexe. Donc, si ça peut amener un petit peu de réflexion à Je cette suis question. absolument d'accord, hein, tu le dis bien mieux que moi.
Non, mais c'est effectivement assez clair. Alors, on continue parce que les questions défilent. Donc, Frédéric il demandait par quels moyens se font les livraisons de produits à la fois en ville et dans le secteur rural. Est-ce que les livreurs Uber classiques sont sollicités, par exemple? J'ai Alors, plus de pas livreurs du indépendants. tout. Et en fait, maintenant, ça change un peu avec l'externalisation de certains. Mais pendant longtemps, on a été, je dis on parce que c'était à l'OFDT, et puis plein de collègues assez critiques par rapport à cette terminologie de ubérisation du trafic. Parce que c'était pas du tout de l'ubérisation. Vous voyez, Uber, c'est une société qui a été créée pour faire de la livraison. C'est pas de l'ubérisation, c'était plus comme Carrefour qui s'est mis aussi à proposer à ses clients de leur ramener les yaourts à la maison. Donc en fait, c'était un service, vous voyez. Donc c'est pas pareil, c'est un service offert en plus. C'est pas une ubérisation, c'est pas une nouvelle modalité de vente de drogue. Ouais, d'ailleurs, souvent, ça arrive plus vite que Uber, hein. Ah bah, c'est la réalité, hein. C'est vrai que les services sont potentiellement plus efficaces et en réalité, c'est souvent des réseaux de livreurs indépendants, soit en scooter, soit en voiture et qui desservent le centre-ville et qui, des fois peuvent être des succursales des gros fours et des fois non, des vendeurs davantage indépendants comme illustrait Claire en début de présentation. Ok, très bien. Alors, une question de Roméo, c'est plutôt à toi, Victor, c'est comment est-ce qu'on fait pour travailler en réduction des risques dans un contexte politique aussi défavorable à la criminalisation du consommateur, enfin à la non-criminalisation du consommateur, surtout que Marseille est particulièrement dans le collimateur de l'État et de l'opinion publique. Ah, en fait, c'est la problématique, il y a quand même un double discours là-dessus, hein. C'est-à-dire que la mairie peut à la fois augmenter fortement les effectifs de police municipale pour répondre à un sentiment d'insécurité, par exemple. À Marseille, c'est le cas ces dernières années. Mais à l'opposé, on peut avoir aussi des zones où il est relativement toléré, qu'il y ait des points de fixation, hein. Dans les discours de la mairie, c'est le cas, hein. Donc, qui ne visent pas forcément à les vider de ces endroits. Donc là, maintenant, on a des zones en centre-ville qui sont considérées comme fixées et qu'il faut entretenir, où il faut aller ramasser du matériel de consommation, où il faut faire des opérations d'occupation des forces de police pour faire de la dissuasion. Mais ça ne veut pas dire que le trafic s'arrête, ça ne veut pas dire que les consommations s'arrêtent, ça ne veut pas dire que les scènes de consommation ouvertes s'arrêtent. On les tolère et on essaye de les réguler, hein, timidement. Et en tout cas, au niveau des différents services de la mairie, il y a ça qui s'opère aussi en parallèle. Donc en réalité, ben, c'est comme la réduction des risques, hein, on veut la cacher, l'usage de drogue aussi. Mais du coup, les forces, notamment municipales, hein, font à la fois des choses de l'ordre de la répression et aussi des choses de l'ordre de stabiliser la situation dans les zones où il y a des consommateurs et des points de deal. Donc c'est assez paradoxal, mais en réalité, c'est défavorable à la non-criminalisation des consommateurs, mais en réalité, à Marseille, il y a en gros, hein, quand des consommateurs de rue sont fouillés par des policiers municipaux, la nationale, hein, c'est le cas des usagers qu'on a sur nos structures, dès qu'il est repéré sur eux des seringues ou des choses comme ça, on leur referme le sac et il n'est pas de question de leur faire une fouille prolongée ou de les amener au poste. C'est juste des pauvres personnes précaires qui consomment dans des contextes de survie et qui peuvent circuler, hein, parce qu'on ne va pas les ramener chez eux, on ne va pas les mettre en prison, on ne va pas les mettre en garde à vue, ça n'a aucun sens. Et effectivement, ah bah, du coup, dès qu'on ouvre un sac d'une personne estimée comme étant à la rue et qu'il y a trois seringues qui dépassent, bah, ça referme le sac et circuler, il n'y a rien à voir, quoi, hein. Ça saisit même pas le produit, il n'y a pas de déposition, rien du tout. Donc, une tolérance, en fait, hein, de fait assez forte, hein, y compris sur ces usages qu'on va estimer très stigmatisés, très marginalisés et peut-être très réprimés. En réalité, les usagers injecteurs sans maison à Marseille sont pas trop inquiétés par les forces de l'ordre, à part devoir se cacher davantage, quoi. Ce qu'il faut savoir aussi, en fait, d'une certaine manière, c'est ce que décrit Victor, c'est une position bizarrement, paradoxalement pragmatique, c'est-à-dire que finalement, les services de justice et de police n'ont pas les moyens de la guerre à la drogue. Vous imaginez que si à chaque fois qu'il fallait, à chaque fois qu'on voyait un usager de drogue, il fallait l'amener au poste, ouvrir un dossier, que ça passe au propre. Vous savez que sur les tribunaux de Aix-Marseille, il y a parfois 4 à 5 ans d'attente de procès, tellement ils sont noyés, les juges, ils ont des centaines de dossiers à traiter. Voilà. Et donc, le fait est que à le cadre légal criminalise très fortement aussi les usagers. Marseille a dressé plus de 14 000 amendes forfaitaires cette année. Un truc de fou. Je crois que là, pour le coup, alors Marseille n'est pas la capitale du crime, mais c'est la capitale des amendes.
Je crois que les Bouches-du-Rhône, l'année dernière, en tous les cas, les Bouches-du-Rhône avaient fait plus que tout le 93 et Paris réunis. Euh, mais en même temps, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, est-ce que la police a les moyens de gérer des milliers de dossiers ou des centaines de dossiers? Voilà. Et donc, en effet, elle est peu appliquée, en fait, cette guerre à la drogue. Elle est appliquée quand ça se voit, quand c'est visible et que ça peut faire les gros titres, mais au quotidien, c'est pas applicable, hein. Alors, bah, vu qu'il n'y a pas d'autres questions, je me permets de rebondir sur ces conclusions, puisque effectivement, on entend dans le discours médiatique que les forces de l'ordre n'ont pas les moyens de lutter contre le fléau. Maintenant, la réponse qui est généralement apportée dans cette même science médiatique, c'est de dire il faut plus de moyens. Bon. Mais c'est en Après, ce sens que je disais les conséquences et pas les causes. C'est-à-dire qu'il faut plus de moyens à la police, il faut plus de moyens à la justice. Mais en même temps, ça n'empêchera pas qu'il y ait de plus en plus d'usagers, vous voyez. Donc peut-être que si on donnait plus de moyens à la prévention, à l'anticipation des usages de consommation, eh bien, on aurait moins à se préoccuper des conséquences des consommations. Dans le grand plan d'Emmanuel Macron qu'il avait annoncé donc à sa première venue à Marseille, il y avait de mémoire, hein, je dis un peu, je crois que c'était 300 policiers de plus, 30 magistrats de plus et 3 éducateurs. Et moi, je pense qu'il aurait fallu le contraire. 300 éducateurs de plus pour prévenir et préparer vous voyez, être en amont. Euh, ouais, et après, c'est aussi le choix de modèle de société, hein, parce qu'on peut augmenter radicalement les effectifs de police et les moyens de la police. Si ça ne suit pas niveau justice et administration pénitentiaire, bah, ça n'a aucun effet. Et je ne sais pas si on veut plonger vers une société comme aux États-Unis où on peut enfermer au cours de la vie un quart de la population civile, quoi. Mais c'est vrai que ben, il faut se donner les moyens, en tout cas, hein. Ça peut être bien d'augmenter les forces de police, d'augmenter leurs équipements, d'augmenter la répression, de mettre des peines planchées dans tous les sens. Mais si derrière ça ne suit pas, bah, nous, les établissements pénitentiaires autour de Marseille, hein, il y a à Luynes 180% de taux d'occupation, Beaumet 200%. Donc des conditions indignes et des tribunaux qui ont une durée de rendu de justice très très long. Et au final, des gens qui sont condamnés des fois 2, 3 ans après les faits et qui vont se retrouver en prison à 16 dans des cellules pour 8. Enfin, ça, c'est la réalité, hein, derrière, quoi. Donc effectivement, hein, enfin, moi je pense que si il y a l'accent qui est mis fortement sur la répression et que ça ne suit pas au niveau justice, vitesse de rendu de justice et administration pénitentiaire à donner des conditions dignes aux personnes qu'on emprisonne, enfin, si tant est que la raison soit la bonne, hein, parce que c'est quand même des crimes relativement sans victime, hein, l'usage de sup, comme d'ailleurs circuler sans papier, hein, c'est les deux motifs d'ailleurs pour lesquels les policiers peuvent contrôler sans aucun, juste au délit de faciès, quoi. Donc c'est vrai que la situation est assez complexe, hein, ça pose le choix du modèle de société, parce qu'un monde sans drogue, ça n'a jamais existé, a priori ça n'existera jamais, hein. Même les États les plus répressifs, hein, même les États-Unis qui enferment beaucoup leur population n'ont pas résolu ce problème-là. Même les Philippines avec Duterte qui a appelé sa population à prendre les armes contre les dealers et les usagers de drogue et à les tuer sans pitié, enfin ça n'a pas fonctionné non plus. Donc c'est vrai qu'on peut se poser un petit peu la question de est-ce que ça vaut le coup de renforcer les moyens, hein. C'est un petit peu comme repartir vers une économie de guerre aujourd'hui, hein. Est-ce qu'on doit repartir vraiment vers la sécurité intérieure sur la question des stupes? C'est une question de société, hein. C'est comme la question de la fin de vie. Est-ce qu'on doit aller vers la réglementation de... Enfin, c'est des sujets de société, il y a des choix à faire, il y a des arbitrages, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord entre elles, mais en soi, vouloir enfermer les gens et les criminaliser pour des choses qui ont toujours fait partie de l'humanité, ça a marché nulle part. Alors, je conclus sur effectivement le Monde qui titre un article aujourd'hui, hein, prison en France avec plus de 82 000 détenus, la densité carcérale atteint un nouveau pic. Donc voilà, pour boucler la boucle. Une question de Pascal. Savez-vous d'où sont originaires les chefs de réseau marseillais les plus puissants et leurs liens avec les consortiums dont vous avez parlé précédemment? Savez-vous quels sont les liens d'attache entre les exportateurs et les consortiums? alors, oui, enfin oui et non, parce que si on le savait vraiment aujourd'hui, ce ne serait pas un problème. Mais on le sait aussi à la fois avec les investigations de l'OFAST, et puis on le sait quand il y a des arrestations et des procès, et quand on peut dans les archives de police et de justice voir tous les éléments. Tout dépend de ce qu'on appelle un chef. Parce qu'en fait, ce sont des organisations qui sont
assez tentaculaire, il n'y a jamais un chef, en fait. Parce que vous imaginez que pour organiser la vente de drogue, mais ce serait pareil pour, j'en sais rien moi, pour organiser la vente de tomates, ben, ça demande des compétences extrêmement diverses. Voyez, et il n'y a jamais une personne qui sait tout faire. Il faut savoir gérer du personnel, il faut savoir exporter, il faut savoir ramasser de l'argent, il faut savoir le blanchir, etc. Donc, je dépend ce qu'on appelle un chef. Mais en tous les cas, ces consortiums, ils sont constitués maintenant, eux-mêmes emploient le terme de propriétaires de points de vente. Ça ne veut pas dire qu'ils sont chefs de tout. Hein. Ce sont des organisations qui sont assez horizontales finalement. Et donc, un propriétaire de souvent plusieurs points de vente, euh, il va avoir des gérants, il va avoir des gens qui vont s'occuper de la livraison, il va avoir des gens qui vont s'occuper de l'approvisionnement, etc. Donc, d'où sont-ils originaires? L'OFAST, parce qu'ils ont quand même un paquet de gens dans le collimateur, et donc ils ont une sorte de top 10 des plus gros trafiquants. Donc ils disent, et ça on le voit aussi dans les procès quand certains sont arrêtés, et ces dernières années il y a eu des arrestations importantes, on voit très clairement. Ce sont des hommes, essentiellement, qui ont entre 30 et 40 ans. Jamais moins, rarement plus, qui sont originaires de Marseille. Pas toujours des cités d'ailleurs. Il ne faut pas croire que c'est l'apanage des cités. Pas toujours des cités, mais qui sont originaires de Marseille et dont quasiment aucun désormais réside à Marseille, voire même réside en France. La plupart de ces chefs, hein, gros propriétaires, ne résident pas dans les quartiers où ils sont nés, où ils ont grandi. C'est pareil à l'échelle nationale d'ailleurs. Mais après, alors, l'autre question, c'est les liens d'attache entre les exportateurs et ces chefs, ces propriétaires et ces consortiums. Eh bien, tout dépend des produits. C'est très, très différent pour le cannabis et pour la cocaïne. Parce que le cannabis, il y a une très vieille antériorité du produit et de sa diffusion, évidemment dès le 19e siècle, puis on va dire plus massivement à partir des années 60. Et il y a des proximités, quasiment la totalité du cannabis vendu en France est produit au Maroc. Et donc, il y a des proximités historiques, culturelles et même relationnelles, voire familiales, entre des populations françaises et des populations du pays producteur. Qui fait que très tôt dans l'histoire du cannabis, des routes d'importation se sont créées. Et certains, la plupart d'ailleurs, de ces chefs, alors maintenant, ces consortiums, par exemple, ils vont s'associer pour pouvoir acheter d'énormes quantités, donc à des prix moindres, et puis se répartir ensuite ces trucs-là. Mais en tous les cas, avec des liens directs avec le Maroc. Avec la cocaïne, ça ne marche pas comme ça. Ça n'est pas possible. Vous pouvez arriver avec des valises de millions de billets de banque, il n'y aura jamais un Colombien qui vous vendra de la cocaïne. Les pays producteurs de cocaïne ne négocient jamais, ne font jamais d'affaires directement avec les pays de production. Déjà, il y a les cartels mexicains qui sont les premiers intermédiaires et qui organisent une partie de l'exportation, qui passe par des systèmes assez complexes, qui fait qu'en fait, par exemple, l'OFAST estime qu'il y a moins de 6 exportateurs de la cocaïne pour toute la France. Donc voilà, personne, ni à Marseille ni ailleurs, n'a sa colombienne ou sa péruvienne qui va chercher directement. Il y a tout un tas d'autres intermédiaires et qui sont souvent pas français. Alors, je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, Victor ou Benjamin. Sinon, moi, je vais peut-être pousser la question de Pascal un peu plus loin. C'est qu'on a vu l'apparition de réseaux qui revendiquent une appartenance communautaire. Donc, je pense par exemple à la DZ Mafia, hein, DZ faisant clairement référence à l'Algérie, à la Mokro Mafia qui fait clairement référence au Maroc. Quel est l'intérêt pour ces réseaux
de revendiquer cette appartenance communautaire? C'est uniquement pour s'assurer d'une certaine forme de lien existant entre ses membres? Est-ce qu'il y a d'autres volontés derrière? Parce qu'on remarque qu'il y a des réseaux qui justement n'ont pas ce titre éponyme, entre guillemets, et qui sont plutôt transnationaux, alors que là, il y a une vraie volonté quand même de revendiquer l'appartenance à une communauté. Alors, pour la MOPRO, je n'ai pas étudié les dossiers. Pour la DZ, c'est un excellent exemple. Ce n'est pas eux qui ont revendiqué ce nom, c'est même pas eux qui l'ont inventé. DZ, c'était sur un des points de vente, un tout petit d'ailleurs, point de vente, d'une des cités. Il y avait donc DZ, c'est là, donc c'est Algérie, hein, DZ. Il y avait ce signe DZ qui avait été tagué pour signaler le point de vente. Et c'est ensuite des internautes qui se sont mis à parler de l'ADZ en parlant de tout un tas de trucs différents. D'ailleurs, vous avez dû voir, parce que ça fait grand bruit, ce communiqué un peu à la FLNC qu'avait fait l'ADZ, enfin la soi-disant DZ pour dire ils sont pour rien, etc. Alors, en fait, la DZ est très probablement un de ces consortiums, c'est-à-dire que c'est tout un tas de propriétaires différents dont certains, ça on en est sûr, ne sont pas du tout algériens. Et comme ce nom leur a été donné avec une image qui leur était tout à fait favorable, de puissants, dangereux, etc., ben, ils se sont très volontiers appropriés cette terminologie. Mais c'est pas du tout un clan d'Algériens, vous voyez. D'ailleurs, dans les affaires, on voit bien, il y a des gens d'origine extrêmement différente. Voilà. Et ce serait pareil pour Yoda, parce que Yoda, en l'occurrence, c'est devenu le surnom de Félix Bindi lorsque il a commencé à faire dans le trafic de drogue, parce qu'à l'origine, c'était pas du tout quelqu'un, c'était quelqu'un qui faisait dans le braquage plutôt. Mais de toute évidence, là, on va voir, hein, le procès aura lieu dans 2, 3, 4 ans, quand, quand la justice aura pu dépouiller le truc. Mais c'est évident que c'est pas Félix Bindi tout seul qui a pu se confronter à un consortium aussi important que celui d'IDZ. Donc, ça veut dire que lui-même est un tout petit individu de sans doute une organisation beaucoup plus importante. Donc, c'est des surnoms, ça, hein, qui sont donnés. Mokro, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas comment est venu le terme. Merci beaucoup, très clair. Donc, plutôt un nom de circonstance plutôt qu'une vraie campagne marketing. Roméo qui demande quid de la réinsertion des petits trafiquants. Il y a plusieurs SPIP dans les Bouches-du-Rhône, mais est-il possible de briser le cercle vicieux, de convaincre ces jeunes ou moins jeunes qu'on peut s'en sortir dans le légal aussi? Ouais, alors ça, c'est assez compliqué parce que oui, il y a des initiatives de la PJJ, du SPIP assez intéressantes, et notamment parce que les services de justice et de PJJ ont pris encore plus ces derniers temps conscience de ce que disent les éducateurs depuis longtemps, qui est celui de la maltraitance et de l'emprise pour beaucoup de très jeunes gens, hein, qui sont. Mais en même temps, comment dire, euh, l'activité dans le trafic, ça leur apporte des choses aussi. Ça leur apporte une existence là où l'école les a foutus dehors, ou bien ils n'y ont pas trouvé leur place. Ça leur apporte une importance, et puis du boulot, et puis un peu de sous. Quand la famille n'a rien, ben, au moins ça fait un peu. Enfin, vous voyez. Et donc, nous, ce qu'on observe, alors je dis nous parce que ça, c'est pas tellement. Enfin, moi, j'ai moins travaillé là-dessus qu'une autre chercheuse qui s'appelle Khadija Saraoui Chapuis, qui travaille beaucoup, en particulier sur ces questions-là. Ce qui est compliqué, c'est que, enfin, ce qu'elle montre dans ses travaux de recherche, c'est que ces très jeunes gens, mais pas que les très jeunes d'ailleurs, ce qui est commun finalement, parce qu'on dit la démission des pères et tout ça, ça marche jamais. Elle a beaucoup étudié ça, mais ce qu'ils ont en commun, à peu près tous, c'est un sentiment d'injustice très profondément ancré vis-à-vis de leurs conditions, de l'école, de leurs conditions de vie, etc. Et c'est quelque chose d'assez intime parce que dans une fratrie, on va avoir par exemple
des enfants qui va partir dans le trafic, et puis l'autre, je sais pas, il est instituteur, et le troisième, vous voyez, donc il ne faut pas penser que c'est les jeunes de cité, etc. Donc il y a quelque chose d'intime aussi. Et donc c'est assez difficile de briser ce que vous appelez le cercle vicieux lorsque le trafic vous apporte ce que cette société ne vous apporte pas. Vous voyez la force de conviction. La question de l'argent, elle est assez peu importante, contrairement à ce qu'on croit toujours en disant ouais, mais c'est de l'argent facile. D'abord, c'est pas facile. Je vous défie d'aller dealer sur un point de vente. Je peux vous affirmer que c'est pas facile du tout. Et puis, c'est pas beaucoup d'argent non plus. C'est pas tant d'argent que ça. Et c'est pas la première motivation. Enfin, ça peut être la première motivation, mais c'est pas le plus important, quoi. C'est-à-dire que vous pourriez apporter. C'est l'existence dans la société. Et la plupart de ces jeunes gens ou de ces gens n'ont pas de réussite scolaire, hein, et puis sont ouais, victimes du racisme institutionnel, du racisme tout court, mais aussi du racisme institutionnel, de sorte que qu'est-ce qu'on peut leur proposer à hauteur d'une existence qui pense, à juste titre d'ailleurs, légitime dans cette société. Ouais. Et encore faudrait-il Pas reconnaître des facile. compétences aux trafiquants, hein, et reconnaître qu'effectivement il y a des compétences dans ce milieu-là qui sont mises en œuvre et aussi avoir des programmes de réinsertion qui soient adaptés, quoi. Ce qui n'est Oui, pas oui, forcément. qui soient adaptés à leurs aspirations. Il y a un chercheur américain, comment s'appelle-t-il, qui avait écrit un bouquin formidable qui s'appelle Cocaine Kids et qui aussi travaillait dans les centres sociaux, enfin l'équivalent des centres sociaux dans les projects à New York. Les projects, c'est l'équivalent de nos cités, quoi, de nos banlieues. Et il avait mis en place le premier programme dans les années 90 de réinsertion des jeunes qui étaient impliqués dans les trafics de cocaïne à New York. Et ce qui montrait très clairement, c'est que ils étaient partis, lui pas trop, mais ils étaient toute une équipe, bien sûr, avec cette idée qu'on est un bon vendeur, on a des tas de compétences en tant que vendeur, hein, de cocaïne, et donc on va être un bon vendeur de blue jeans ou de voitures. Mais certains de ces jeunes, l'un voulait être cuisinier, l'autre il voulait être coiffeur. Enfin, pourquoi est-ce que, vous voyez, et donc ils ont dû revoir complètement leur truc en disant, mais c'est nos idées à nous, mais c'est quoi leurs aspirations à eux? Tu veux être coiffeur? Ben, coiffeur, ok. Vous voyez, tu veux être garagiste? Eh ben, garagiste. Vous voyez, cette idée des fois, hein, de dire, si on légalise le cannabis, alors ils pourront vendre dans les shops l'ego de cannabis, mais c'est peut-être pas de ça dont ils ont envie dans la vie en vrai. Vous voyez, par exemple, Oui. moi j'ai croisé quand même de très nombreux vendeurs enfin très nombreux, pas des milliers non plus. Je n'ai jamais en 20 ans entendu un dealer qui me disait que c'était le rêve de toute sa vie, hein. Donc, on pourrait dire d'une certaine manière qu'ils commencent pour l'argent, mais ils ne continuent pas forcément pour ces raisons. Benjamin, Victor, vous voulez peut-être compléter? Ouais, conclure parce que la fin approche et il faudrait qu'on discute 5-10 minutes avec le groupe pour faire un récap et parler des prochaines. Mais c'est un très bon, une très bonne suite sur cette question de la réemploi de la force vive aujourd'hui délaissée dans le trafic. Petit point, Khadija, la chercheuse mentionnée par Claire, fait partie du bureau du conseil d'administration du bus avec moi. Donc, ça sera quelqu'un qu'on pourra solliciter si c'est un sujet qui nous intéresse dans le futur. Et puis, je pourrais sans doute trouver des personnes qui pourraient parler des programmes qui sont mis en place lors de processus de légalisation qui sont intéressants et qui, effectivement, comme Claire le dit, sont pas pour tout le monde, mais qui sont des portes d'entrée qui sont intéressantes à explorer quand ça bouge au niveau de la régulation. Vas-y, Stéphane. Alors, si je peux me permettre, je voudrais juste poser quand même une dernière question parce que je pense que c'est important. Je me fais l'avocat du diable, hein, en dehors de convictions personnelles. Euh, Parce qu'au final, le but, c'est que cette vidéo puisse être vue par d'autres personnes et qu'on réponde quand même à certains trucs qui relèvent du pathos. Donc, je vais le formuler comme ça. Les drogués, ils se droguent parce qu'ils ont une responsabilité individuelle. Entre guillemets, moi, je me drogue pas. Pourquoi est-ce que moi, je devrais investir mon temps, mon argent? Est-ce que l'État devrait prendre en charge ces personnes-là, alors que c'est à eux de faire l'effort initialement? Parce qu'au final, c'est ce qu'on entend vraiment beaucoup dans le discours.
politiques La médicales. question de la santé publique, hein, c'est est-ce qu'on vaccine les gens pour les réservoirs de contamination? C'est est-ce qu'on s'occupe des pauvres? Est-ce qu'on s'occupe des miséreux? Est-ce qu'on s'occupe des vieux? Est-ce qu'on s'occupe des handicapés? C'est toujours pareil, hein, c'est est-ce qu'on est humaniste ou est-ce qu'on pense qu'à soi? Et Je pense qu'il y a une double division à avoir. D'un côté, beaucoup de gens qui ne se considèrent pas comme étant consommateurs peuvent l'être d'une manière ou d'une autre et ne se sentent pas concernés de point de vue-là. Pour ceux qui ne consomment pas aucune substance illicite, la question se pose effectivement plus en termes de santé publique. Il y a toujours des gens dans votre entourage que ça peut concerner de toute façon. Puis ensuite, dans votre quartier, dans votre ville, c'est des priorités de santé publique qui doivent être traitées. Sinon, elles créent plus de problèmes que le problème initial en lui-même. C'est le principe de la réduction des risques, qui est la reconnaissance d'un fait social. Ça arrive, les gens se droguent. Comment on fait en sorte pour que ça se passe le moins mal possible, à la fois pour l'individu, le consommateur, et puis pour la société. Très bien. Bah, et puis, alors, je pense que Fabrice, là, est un peu occupé, mais il nous ferait probablement un très beau speech sur l'intérêt de justement limiter l'économie informelle au profit de l'économie formelle dans un but purement taxation et service public. À moins qu'il y ait une dernière question impérieuse qui vous saute aux lèvres, je pense on va conclure ici les échanges.